Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et voilà, un autre samedi de fin de mois. Et David Abbassi est avec vous. Je suis très ravi de cette retrouvaille, on peut dire. Et nous allons passer une nuit encore ensemble. N'oubliez pas que vous avez la parole. Et voilà, c'est quoi? Tout ce qui se passe dans le monde, c'est très intéressant. Surtout chaque jour, on apprend des choses, de nouveautés, qui soient dans le média ou spiritualité ou science, je ne sais pas quoi. Chaque jour, il y a de nouveautés partout dans le monde. Mais celle qui a bougé un peu les informations de la France d'ici 24 heures, c'est quoi? C'est bienvenue Place Beauvais. Bienvenue Place Beauvais. 3 journalistes, ils vont écrire un bouquin sur certaines informations secrètes du Palais d'Élysée. Alors tout d'un coup, ça tombe en faveur d'un des candidats. Et il le profite tout de suite. Il est le premier de profiter et de citer. Mais après, tout de suite, les journalistes qui ont écrit ce bouquin, et après le deuxième, ils viennent, ils disent non, ça, ce n'était pas ça, ce n'était pas pour ce monsieur-là, on n'a pas cité son nom, mais c'est déjà trop tard, puisqu'on parle de cet cabinet noir. N'oubliez pas que sur cette antenne, on a eu déjà Patrick Rougelet, l'ancien commissaire de Hergé. Plusieurs fois, il était notre invité. Il nous a confié plusieurs secrets avant des carnets blancs de l'ancien patron de Hergé. Et même on a eu le patron de DGSE, Pierre Marion, et le directeur de CIA, Robert Baer, Harry Ben Menaché, un autre directeur de Mossad, on a eu le plaisir de les avoir, tous ces gens-là, sur cette antenne. C'est-à-dire, l'affaire des espionnages, l'affaire des cabinets qui soient noirs ou pas noirs, ça a existé depuis toujours pour tous les pouvoirs politiques, pour tout le gouvernement. Alors, quand vous présidez un pays, quand vous régnez dans un pays, c'est tout à fait normal que tous les services soient à vos ordres et que vous créez des bureaux, etc. Personne n'a pas échappé cette occasion, on peut dire, c'est une occasion pour pouvoir profiter en sa faveur, au faveur de sa famille politique, etc., etc. De toute façon, heureusement, n'oubliez pas, nous sommes en France. Heureusement, nous sommes en démocratie. Et heureusement, les médias comme Radio Ici Maintenant existent, médias indépendants, médias qui vous donnent des informations, médias qui vous donnent la parole. Vous êtes chacun un journaliste, vous pouvez venir ici vous exprimer. Alors, heureusement, il y a les médias, il y a démocratie, et c'est la France, que vous pourrez parler de tout. Alors, je ne sais pas si vous le savez ou non, de toute façon, l'histoire de cabinet noir, pour la première fois, était éclatée et commençait à parler en France depuis l'année 2014. 2014, valeur actuelle. Il va faire un article et sur la couverture, vous allez voir l'enquête sur le cabinet noir. C'est novembre 2014.
valeur actuelle, il va sortir certains papiers, certains documents au sujet de l'existence d'un cabinet noir à l'Élysée. Et voilà. À l'époque, 2014, il y a déjà 3 ans, ça, il n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais cette année, surtout ce mois-ci, mois de mars, nous sommes dans l'histoire des élections présidentielles et toutes les nouveautés que vous entendez chaque matin, quand on parle de la costume de l'individu, du salaire de sa femme, et je ne sais pas quoi. Même récemment, c'est montres qui est sorti. On ne sait pas si les autres, s'ils ont des montres assez chères ou non, mais jamais on ne parle pas. Seulement, il y en a un qu'on doit toujours sortir des choses contre lui. Et cette histoire de carnet noir, c'est un bouquin cette fois-ci. C'est un bouquin de 3 journalistes, dont ces journalistes Canard enchaîné, et un autre, c'est Nicolas, Miss Nicolas, 3 personnes, enfin, ils ont fait ce bouquin-là, bienvenue, Palais Beauvais, mais j'ai trouvé une interview, un reportage, on peut dire assez intéressant, que je vais bien le partager avec vous pendant quelques minutes, et après demander votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, et même en attendant, si vous voulez intervenir, appeler pour nous informer de votre opinion, ça sera avec grand plaisir, mes chers amis, mais je vous invite d'écouter ça, puisque vous allez écouter François Hollande en même temps, qui se défend au sujet de cabinet noir, et en même temps vous allez entendre François Fillon, qui accuse François Hollande, et après certains d'autres témoignages, même un des journalistes valeur actuelle va témoigner dans cette petite reportage que je vais vous diffuser de quelques minutes, et le journaliste, c'est-à-dire le journaliste et la femme qui est parmi les 3 journalistes qui ont écrit le bouquin Bienvenue Place Beauvais, et après on va commencer notre débat ensemble et vous avez la parole. Dès que vous voulez, vous pouvez nous appeler, mes chers amis. Noir présidentiel, cabinet noir à l'Élysée quand les lumières se braquent soudain sur les zones d'ombre de notre République. Accusation riposte, François Fillon, François Hollande. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé le cabinet noir. En tout cas à travers ces allégations. Et moi ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État. Il y a une dignité, une responsabilité à respecter. Je pense que M. Fillon est au-delà maintenant, loin de ça. Il n'y a pas de cabinet noir à l'Élysée. Écoutez, il y a un cabinet, heureusement, qui travaille, mais nous n'avons pas à nous mêler des affaires. Et vous savez, ma position, ça a toujours été l'indépendance de la justice, le respect de la présomption d'innocence et ne jamais interférer. Je crois que c'est très différent de mes prédécesseurs. Alors, y a-t-il, oui ou non, un cabinet noir à l'Élysée? Y a-t-il une affaire d'État? Dans l'affaire d'État, on va essayer de répondre à ces questions avec mes invités. Olivier Récassens, l'un des auteurs du livre par lequel ce scandale arrive. Bienvenue, Place Beauvau, Police, les secrets inavouables d'un quinquennat. Bonjour à vous. Il est sorti hier, je crois, ce livre dont on parle tant. François Dorcival, de Valeurs Actuelles, qui publie Valeurs Actuelles cette semaine, les bonnes feuilles de ce livre en question. Et Christophe Jacubizine, chef du service politique de TF1, qu'on retrouve notamment tous les dimanches à 18h sur LCI pour le live présidentiel. Première question, Olivier Récassens, qu'on pose les choses clairement dans votre livre. Écrivez-vous, comme l'affirme François Fillon, que le chef de l'État dispose d'un cabinet noir? Est-ce que vous l'écrivez dans ce livre? Non, c'est la post-vérité version à la mode Fillon. Les révélations sur ces affaires sont des calomnies et l'existence d'un cabinet noir est une vérité. En fait, nous n'écrivons dans le livre qu'il n'y a pas de cabinet noir ayant ourdi contre François Fillon. Nous ne l'écrivons pas. Vous ne l'écrivez pas, et pourtant, Valeurs Actuelles, François Dorcival écrit noir sur blanc à l'inverse que les auteurs dont vous faites partie racontent comment le chef de l'État se serait servi d'un cabinet noir pour discréditer ses concurrents à la présidentielle. Vous employez le terme. C'est une affaire d'interprétation? Non, c'est pas une affaire d'interprétation. Ce que dit Olivier Récassens est vrai. Il n'y a pas de cabinet noir s'occupant des affaires de François Fillon dans le livre. Ce qu'il y a dans le livre, c'est la définition d'une structure clandestine à la disposition du chef de l'État. Page 24. Plusieurs observateurs bien placés dans l'appareil policier nous ont ainsi décrit par le menu l'existence d'une structure clandestine aux ramifications complexes et dont le rayon d'action ne serait pas cantonné
au seul renseignement territorial. Et il y en a ainsi, mécanique complexe, alambic judiciaire, la machine lancée, etc. Votre livre fourmille d'abord toutes les lignes des noms propres. Et toutes les pages, une histoire. Donc, manifestement, vous décrivez un mécanisme complexe dont l'essentiel de votre livre consiste à dire ils se sont d'abord occupés de Nicolas Sarkozy, ensuite ils se sont occupés de Manuel Valls. Et naturellement, ce sont les mêmes qui s'occupent depuis quelque temps de François Fillon. Exactement les mêmes. Ce que nous révélons dans notre livre, le cabinet noir, on l'a cherché. On l'a cherché pourquoi ? À cause d'une phrase en fait de François Hollande en février 2014 devant 19 députés qui disent Nicolas Sarkozy, je surveille, je sais tout ce qu'il fait. Donc on s'est dit il y a un cabinet noir. On n'a pas trouvé. C'est vrai que c'est le genre d'affirmation qui peut tout de même mettre la puce à l'oreille. Oui, bien sûr. Nicolas Sarkozy, je le surveille, je sais tout ce qu'il fait, ça laisse entendre qu'il y a un cabinet noir à disposition pour tout savoir. Ensuite, Bruno Le Roux était monté au créneau pour expliquer démentir. Que le chef de l'État ne surveillait personne et que c'était une formule et qu'il s'était un peu laissé emporter par... Et donc ce cabinet noir, vous ne l'avez pas trouvé ? Non, pas trouvé de cabinet noir. Ce que nous avons trouvé, par contre, et nous déplorons, ce que nous révélons effectivement à travers des histoires et des noms propres, c'est une instrumentalisation, en fait, de la police à des fins politiques. C'est-à-dire que la gauche n'a pas cessé, n'a pas mis fin, en tout cas, à une habitude, une vieille habitude, une mauvaise habitude. Vous savez, les mauvaises habitudes, c'est comme les plis sur la feuille de papier. On a eu beaucoup de mal à les enlever. Elle n'a pas cessé, comme l'avait fait son prédécesseur, François Hollande, à tenter d'utiliser, d'instrumentaliser la police à des fins politiques. Mais est-ce que le mot cabinet noir, finalement, importe peu ? Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est le mécanisme que vous décrivez très bien dans votre livre, c'est-à-dire ce que vous venez de dire, dans le fait que les mauvaises habitudes ont perduré. Cabinet noir, c'est une formule qui, si on le prend dans le sens strict, c'est quand même une cellule clandestine. Oui. C'est la cellule de l'Élysée, pour avoir un comparatif assez connu. Et là, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de cabinet noir. Il y a ce que je disais. Vous racontez la fameuse réunion où le directeur des affaires criminelles, tous les lundis, etc., vient à l'Élysée, où on imagine que dans ces cas-là, les collaborateurs du président, je pense que le président n'insiste pas à cette réunion, ont toutes les informations de la part des 5 ou 6 grands directeurs dont vous décrivez la scène, en fait. Ça revient un peu à ça, non ? Ce qui est vrai, c'est que François Hollande ne découvre pas que Nicolas Sarkozy, par exemple, est sur écoute en lisant le journal. C'est ça. Il sait qui est sur contrairement écoute. À ce qu'il dit. Il sait qui est sur écoute, pourquoi, par qui. Ce que nous disent, parce qu'on a on a rencontré et interrogé un grand nombre de personnes, de policiers et autres. Ce que nous disent par exemple des pigistes, enfin des policiers de la police judiciaire, c'est qu'effectivement, quand une personnalité est branchée, quand une personnalité est mise sur écoute, l'information ne va pas uniquement remonter au cabinet du juge. Elle va aussi nourrir des blancs, qui vont ensuite, par leur hiérarchie, remonter au sommet de l'État. Expliquez ce que sont ces blancs dont vous parlez à plusieurs reprises. Des notes, en fait, des notes blanches qui sont anonymes, qui n'existent pas officiellement, qui sont même censées avoir disparu et qui continuent évidemment à être... Et qui aboutissent au plus haut sommet de l'État. Et c'est toujours été le cas, en fait. Christophe Jacubizine, comment expliquer cette réaction qu'on pourrait qualifier de presque épidermique de la part de l'Élysée, qui réagit, je crois, avant même la fin de l'émission sur France Télévisions hier ? Comment l'expliquer, cette réaction épidermique ? Il y a un contentieux quand même entre François Hollande et François Fillon qui remonte notamment au fameux déjeuner entre Jean-Pierre Jouyet et François Fillon, dont il y a 2 versions antinomiques. On sait qu'il y a quelqu'un qui ment, soit Fillon ment, soit Jouyet et donc Hollande mentent sur ce déjeuner où Fillon aurait demandé de réactiver un peu, aurait conseillé à Jouyet de réactiver un petit peu les enquêtes sur Nicolas Sarkozy. Donc il y a cet antagonisme, il y a cette hostilité forte entre les deux, parce que l'un des deux ment. Moi, je me garderais bien de dire qui ment dans l'affaire, mais il y a cette histoire-là. Donc je pense que quand François Hollande voit, quand on lui dit, peut-être qu'il regarde l'émission, peut-être qu'il regarde la télévision le soir, en tout cas quand on lui dit qu'il y a cette attaque assez forte, assez incroyable de François Fillon, je pense qu'il y a cet émotionnel-là dans la relation entre les deux qui fait que... et puis peut-être que en plus, ça écorne son image. François Hollande est quelqu'un qui a toujours veillé à ce que la trace qu'il laisse dans l'histoire corresponde à ce qu'il a envie de donner. Et c'est vrai que le fait de sous-entendre qu'il pourrait y encore avoir à l'Élysée une cellule qui ne fait que ça, alors un cabinet noir ou une organisation plus informelle, peu importe, ça l'exaspère, parce que sa République exemplaire qui est atteinte. J'ai déjà remarqué chez lui cette volonté de l'image qu'il garde et qu'il laisse est très importante pour lui, donc ça peut expliquer cette réaction, c'est vrai, très rapide, et pareil,
sa déclaration de ce matin à France Bleu. J'aimerais qu'on aille dans les Pyrénées-Atlantiques et je vous donne la parole après François Dorcival, où nous attend Julien Arnaud qui suit François Fillon, qui est donc dans le sud-ouest en déplacement au lendemain de ces attaques tonitruantes. Est-ce qu'on assume dans l'entourage du candidat Fillon, Julien Arnaud ? Eh bien déjà le candidat, puisqu'on a essayé de lui poser une question, vous l'avez vu en direct sur LCI, eh bien François Fillon n'a pas voulu répondre ou commenter les propos, les dernières déclarations du président de la République. On s'est vu administrer en quelque sorte une fin de non-recevoir de la part de sa conseillère en communication, et a priori il ne devrait pas s'exprimer à la sortie de la table ronde sur l'industrie du tourisme à laquelle il participe en ce moment même. Il se réserve pour le meeting ce soir à Biarritz. Il devrait faire quelques allusions. Alors, on va laisser à côté ce que va répondre François Fillon. Mais vous, que pensez-vous? L'histoire de ces trois journalistes, histoire de livre qui vient de sortir. Et je crois que les journalistes ont tombé dans le piège en publiant ce bouquin-là, dans cette calendrier électoral, puisque peut-être ils pensaient que quelqu'un d'autre va être profiteur de ce bouquin, mais c'est Fillon qui était il a eu l'avancée de profiter de cette occasion de lancer. Vous avez pu entendre, et quand François il parlait avec Nicolas au sujet de ce bouquin-là, c'est-à-dire les trois journalistes, qui deux c'est des journalistes de Canard enchaîné, non, peut-être jamais ils ne pensaient pas que c'est Fillon qui va profiter de cette cabinet noir, soi-disant. Ce cabinet noir, c'est le nom que Valeurs Actuelles avait donné à cette histoire au mois de novembre 2014. Président Hollande également, aujourd'hui, ce matin, dans l'interview qu'il avait fait, il a dit que le cabinet existe, puisque nous sommes en état de siège. La France est en guerre contre le terrorisme. Il y a un cabinet d'espionnage, contre-espionnage, un cabinet qui surveille le pays, la sécurité du pays. Alors ce cabinet existait et existe toujours, mais qu'il soit noir ou blanc, c'est le nom qu'on le donne. Mais c'est vrai, les journalistes, jamais ils n'auraient pas pensé que c'est premier profiteur de cette occasion, ça serait quoi? Ça serait François Fillon. Sans aucun doute, les journalistes, les trois, quand ils ont publié ce bouquin, c'était une utilisation politique également. Mais je ne crois pas que leur but, c'était en faveur de François Fillon. Mais c'est lui qui l'a gagné, le coup. Que pensez-vous, mes chers amis? Et de l'autre côté, vous savez, il y a devant 15 députés, nous lisons ça dans le bouquin, il y a 15 députés, François Hollande, notre président, il est en face de ces 15 députés en train de parler. Tout d'un coup, il lance quelque chose, une phrase, comme quoi, au sujet de Nicolas Sarkozy, ne vous inquiétez pas, je le surveille et je connais tout ce qu'il fait, etc., etc. Ça, c'est une premier prétexte, on peut dire, on va voir que Sarkozy il est sous une surveillance bien détaillée de la part d'Élysée. Après, les journalistes pendant des années, ils ont fait des investigations. C'est vrai qu'il y a déjà 3 ans, Valeurs Actuelles, il fait un article, il fait une exclusivité sur la couverture. Je me rappelle à l'époque, il avait mis l'enquête sur le cabinet noir, c'était novembre 2014, et maintenant c'est le bouquin qui sort. C'est le bouquin qui sort. À votre avis, si ça peut changer quelque chose, oui ou non, dans l'opinion française envers les candidats, et
qui était peut-être profiteur premier peut-être de ce bouquin. De toute façon, c'était contre Hollande, puisque François Hollande, quand on lance ça, n'oubliez pas, quand vous êtes patron du pays, vous avez tous les services à votre service, et toutes les informations à votre disposition. C'est des propagandes médiatiques qu'en fait cabinet noir ou blanc, etc. Patron du pays et celui qui est président, le roi, il connaît tout, il sait tout, n'importe quoi qu'il veut, ça va, avec un clin d'œil, il peut l'avoir. C'est dans le pouvoir de chef d'État de savoir tous les secrets intérieurs, extérieurs du pays et même sur les individus. Mais après, l'utilisation politique de ces informations pour ou contre quelqu'un, c'est là qui change la valeur de l'information et la valeur de données. Alors, pour la plupart des fois, des présidents, des patrons des services, ils ont profité de leur pouvoir contre l'ennemi. Et cette fois-ci, si c'était le cas ou non, mais de toute façon, actuellement, vous pouvez constater qu'il y a un énorme problème, on peut dire, dans le Parti socialiste, après cette élection, s'il n'arrive pas deuxième tour, je crois que tout va changer chez le Parti socialiste. Ce soir, je devais avoir comme invité le porte-parole de monsieur Jean-Luc Mélenchon, qu'on a pour avoir l'occasion, ça sera peut-être pour la semaine prochaine. On va voir même Jean-Luc Mélenchon que pense pour faire une alliance avec Benoît Hamon, parce que vous voyez, s'il y a des alliances avant le deuxième tour, ça serait en faveur des partis intéressés. Mais deuxième tour, c'est tout à fait normal qu'il y aurait deux personnes de deux partis différents, et là, tout le monde va être obligé de prendre la position. Alors, Manuel Valls, qui était éloigné de cette course présidentielle, comme vous le savez, il avait signé un papier comme quoi quand il participe, un papier interne au Parti socialiste. Il avait signé un papier comme quoi si il perd le primaire, il va soutenir sans aucune condition, celui qui a gagné le primaire. Alors, c'est Benoît Hamon qui a gagné, mais Manuel Valls n'a pas respecté, comme les patrons du Parti socialiste et les membres du Parti socialiste, ils disent, les engagements qu'il avait pris avant primaire. C'est-à-dire, il n'a pas soutenu Benoît Hamon. Et de l'autre côté, il était en conflit aussi, comme vous le savez, avec Macron. Jamais il ne va pas rejoindre Macron. Ça reste une tête à côté. Il va pas être patron du Parti socialiste non plus, parce que patron maintenant c'est Benoît Hamon. Que pensez-vous, mes chers amis? Vous avez la parole. Tous ces sujets-là, si ça vous intéresse pas, vous pouvez choisir votre sujet. Et on est là de parler ensemble. N'oubliez pas que ce soir, on va avancer de 1 heure, c'est-à-dire à 2 heures du matin, va être 3 heures du matin, mes chers amis. Alors, vous avez la parole, mes chers amis, vous le savez déjà, et on va prendre tout de suite M. Bachir. M. Bachir, bonjour. Oui, bonjour David, bonsoir du moins. Bonsoir. Oui, alors, bon, cette histoire, par rapport à Fillon, ses ennuis, enfin, par rapport au problème, de sa femme, tout ça. Bon, c'est surtout le questionnement, c'est que comme c'est quelqu'un qui est du système, sa politique, c'est de faire raquer plus la population, enfin qui va dans le sens d'un système du système esclavagiste. Donc je ne comprends pas comment ça se fait quand alors que les médias sont tous pris par des gens qui sont du même bord, enfin de la lignée de ceux qui veulent dominer le monde. Comment ça se fait que ils sont embêtés, quoi, alors que
il propose des choses qui vont dans le même sens que les esclavagistes. Alors que Mélenchon, lui, veut sortir de la 5e République pour faire une 6e. On ne peut pas, je sais pas, on peut pas l'accuser d'être... Bachir, tu peux te rapprocher un peu ton combiné de téléphone, s'il te plaît? Ah, on m'entend mal? Oui, oui, oui. Et là, ça va? Voilà, maintenant ça va mieux. Oui, je disais que, comme il est une politique en faveur du système esclavagiste, je comprends pas pourquoi on s'acharne sur lui, alors que Mélenchon, lui, veut sortir de la République, veut casser ce système, rendre l'homme plus libre, personne ne les embête. Ne l'embête et apparemment être franc-maçon ce n'est pas un crime, donc on peut pas l'accuser d'être l'embêter pour ça, donc il y a un questionnement quoi, donc où c'est que ceux qui dirigent veulent mener créer une perturbation, enfin je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, faudrait voir exactement le programme exact de Fillon. Peut-être que c'est pas un programme qui serait totalement esclavagiste, mais bon. Mais on n'entend plus parler du véritable programme. C'est ça le problème, c'est que on parle des affaires, des costumes, tout ça, mais le président doit plutôt parler de la retraite, de l'augmentation de 5 ans, de passer de 65 ans à 68 ans l'âge de la retraite. Pourquoi on parle pas de ça? Ça fait peur, ça. Là, les gens de travailler 3 ans déjà il y a eu 2 ans de plus par rapport à Sarkozy, là il nous a fait trimer 2 ans de plus. Là, Fillon propose de faire trimer 3 ans de plus, de rendre esclaves les gens. Alors que Benoît Hamon, lui, propose justement de libérer les gens, et on l'embête pas. Donc, c'est peut-être, il y a peut-être que les nantis ont peut-être compris qu'il faut peut-être laisser. Parce que là, au niveau des banques, ils ont tellement des milliards et des milliards et des milliards, il est possible qu'ils en ont trop, ça crée un problème, donc il faut libérer. Au bout d'un moment, si on empêche l'eau de sortir du ballon, le ballon il risque de péter et tout le monde est éclaboussé. Donc il faut faire circuler l'argent, et c'est vrai que Benoît Hamon propose de faire circuler l'argent, quoi. Faut dire que il y en a qui disent mais ils vont être ça va les rendre feignants, mais il faut dire que c'est grâce aux feignants qu'on a eu les plus belles inventions, donc ça va créer de la créativité, quoi. Les gens en se levant du lit le matin à 10h du matin, tiens, une idée de création. Voilà, ça c'est la petite blague du jour. Alors Bachir, c'est-à-dire, tu as aussi, c'est comme Fillon, qu'il a dit ce matin, tu penses tout ce qu'on fait contre lui, ça joue en faveur de lui? En faveur de Fillon, c'est-à-dire oui, chaque voilà, jour... de Benoît, de Hamon, tout ça, peut-être on veut libérer... je sais pas ce qui se passe, quoi. Enfin, c'est-à-dire chaque jour on trouve un esprit qui est contraire à ce qu'on pensait, quoi. Normalement, c'est Fillon, il doit pas être embêté puisqu'il va dans le sens des nantis, des grands banquiers, tout ça, quoi. Donc, et les journaux qui mènent, qui donnent des informations sont
les propriétaires font partie de ces nababs. Donc il y a un questionnement, quoi. Où c'est qu'ils veulent en venir en tant que ça? Il y a une interrogation. On veut pas donner de réponse parce que on connaît pas les intentions au plus haut niveau de ceux qui dirigent le monde. Et il y a très que les uns, quoi. Alors, il y en avait un qui disait qu'il fallait s'abstenir, mais s'abstenir, c'est-à-dire de ne rien faire, de rester, d'aller à la pêche. Ce jour-là, je propose de faire un concours de pêche. Peut-être qu'il y aura plus de monde au concours de pêche qu'aux urnes. Voilà pour le deuxième blague de la soirée. Bachir, en effet, dernier sondage, je viens d'apprendre, comme quoi c'était sur la laïcité et la religion, que pense le peuple français. Une grande majorité des gens, ils disaient qu'ils en ont marre de parler toujours de la laïcité et de la religion. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'au sujet des sondages... diriger le monde. Ouais. Parce que c'est le fric qui mène à la baguette, c'est pas la religion. Mais quand même, c'est lié au pétrodollar, la religion. Oui, c'est une de religion. Oui, c'est une croyance. Il y en a qui croient que l'argent va résoudre le problème de la faim. Il y en a qui disent que le bonheur, que l'argent contribue au bonheur, mais enfin, il contribue à beaucoup plus de malheur que de bonheur, à mon avis. Mais quand même, on ne peut pas abandonner l'argent non plus. Pour une minorité, c'est le bonheur d'une minorité, quoi. Et encore, celui un milliardaire qui était hyper amoureux d'une nana et que cette nana la quitte, avec ses milliards, il va être très malheureux. Bon, ça dure un petit temps, quoi. Non, bon, là, c'est-à-dire, l'amour est plus fort que l'argent? Comment? Oui, de toute façon, il y a, comme il disait dans l'église, les paroles enfin, pas dans l'église, dans les paroles du Christ qui parlait par rapport à l'argent, qui disait qu'il fallait rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ça veut dire qu'il faut se libérer de l'argent. Ne vous embêtez plus avec cet argent. Faites votre vie, ne dépendez pas de cette pièce à l'effigie de César. Vous êtes esclave de cette pièce-là. Vivez entre vous. Sortez de cette monnaie qui vous rend esclave. Vous n'avez pas besoin. Les oiseaux n'ont pas besoin d'argent. Apparemment, sont-ils plus intelligents que les hommes? Les animaux ne sont pas plus intelligents que les hommes. Pourquoi y a-t-il tant de conflits? Alors bien sûr, il y a l'autre qui a dit qui avait donné la lumière aux hommes, enfin Lucifer, le porteur de lumière, ou l'histoire il avait mangé la pomme, la connaissance du bien et du mal. Et l'homme n'était pas très prêt pour recevoir des connaissances. Et puis et là maintenant avant c'était Abdel, c'était des Américains qui avaient tué Abdel. Maintenant c'est Abdel qui s'en prend aux Américains.
Abel qui s'en prend à Karim. Vous m'entendez là? Oui, Bachir, oui. Oui. Voilà, donc ce problème, c'est ça, c'est le problème, c'est l'utilisation de l'argent, c'est-à-dire, le problème, c'est que bien utilisé, c'est quelque chose de superbe, mais mal utilisé, c'est comme le mental, notre mental. Il peut être idéal si on l'utilise bien, mais il peut être fatal si on l'utilise mal. On peut faire du rap avec. Voilà, c'était Bachir. Merci Bachir. Je vous en prie, merci. Au revoir. C'était Bachir sur 95.2 FM, mes chers amis. Vous écoutez votre radio ici maintenant. Vous avez la parole comme d'habitude en composant le 08 92 23 95 20. Vous savez, c'est printemps. Premier jour du printemps, c'est Nouvel An perse est fêté dans 20 pays. 20 pays persophones dans le monde, comme en Europe, comme en Occident, jusqu'à l'année 511 de l'année chrétienne. Le Nouvel An, ça commençait également avec le printemps, le 21 mars. Le 21 mars, c'était 500 ans après christianisme, c'était le Nouvel An aussi en France, par exemple, et en Europe. Mais après, on l'a changé. On l'a mis au premier jour du mois de janvier. Mais en changeant cette calendrier mitraïque, ils ont remplacé cette calendrier que vous le voyez actuellement, aujourd'hui, puisque David également, chaque année, je ne suis pas astrologue, mais chaque année, je fais un agenda, et je fais des études à ce sujet-là aussi. Et comme je vous ai déjà informé, vous savez, quand ils ont changé l'agenda et le calendrier en Europe, ils étaient tellement pressés qu'ils ont fait une grande erreur et faute dans le comptage des mois. Et par exemple, c'est quoi dans le comptage des mois? Voilà, je vais vous dire, restez avec nous. Voilà, on va prendre Jean-Berlin, mais avant, je veux finir ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, on était tellement pressés que quand on a changé de calendrier mitraïque, on l'a remplacé avec ce que vous voyez aujourd'hui, ils se sont trompés de comptage de mois. Regardez, mois de septembre. Mois de septembre, ça vient de chiffre 7. Et ça veut dire 7e mois. Mais nous sommes en 9e mois de l'année. Vous voyez, septembre. Octobre, c'est le 8. Mais on est le 10. Novembre, nous sommes 9e mois de l'année dans le calendrier mitraïque, Mésopotamie, païenne, persane. Mais ici, novembre, au lieu que ce soit 9e mois, nous sommes 11e mois. Et décembre, qui vient de le chiffre 10, décembre, nous sommes encore 12e mois en Occident, mais c'est 10e mois solaire de l'ancien Perse et le Perse d'aujourd'hui. Voilà, ça aussi c'est un petit cadeau que je vous ai donné, c'est découvert, cette histoire que je viens de vous raconter, c'est découvert par David Abbassi pour la première fois et dans un de mes livres, Mitra, j'ai expliqué ça, mais ça on va mettre de côté et on va prendre Jean-Berlin tout de suite. Bonsoir. Bonsoir à toi, bonsoir à vous. Je sais pas si on m'entend bien, mais je voulais te dire merci à toi, David, et puis à ta fille qui comble l'antenne maintenant que plein de gens sont partis et voilà, ça me fait peine, mais je suis content qu'il y ait toujours cette radio qui est là et qui parle et oui, on va changer d'heure. C'est formidable, quoi. On va encore se faire baiser avec ces trucs-là, quoi. Et puis ces élections, c'est tout ça. Enfin, tu vois bien ce qui se passe.
Et non, mais j'aime bien ce changement et je voulais participer à ça et je voulais te dire que je profite de ta voix et je voulais te dire merci parce que David, voilà, je t'aime. Et plus que Didier, un petit peu plus que Didier quand même. Voilà. Bisous à toi. Salut mon David. Merci Jean-Bernard, bonne soirée, merci. Merci mon cher ami et bonne soirée. Oui, tout à l'heure on était en train de dire, vous savez, cette radio c'est comme une école, comme un institut. De temps en temps Didier n'aime pas que je parle de la radio et tout ça, mais quand même il faut le dire. Cette radio il a fait beaucoup de choses pour les gens qui nous écoutent depuis presque, voilà, c'est 37 ans, c'est beaucoup, ce mois de juin, on va fêter le 38e année. Donc, mes chers amis, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Et sur la laïcité, c'est vrai, on avait fait un sondage, et on disait que 75, presque 70% des gens, ils ne sont pas d'accord que toujours on parle de la laïcité, de la religion et tout ça. N'oubliez pas, quand on fait les sondages ne sont pas réels. Déjà, parmi plusieurs dizaines de millions de gens, ils vont sonder quelques milliers de personnes, mais même de temps en temps, c'est 1000 personnes. Ces 1000 personnes qu'ils vont trouver, qu'ils vont avoir le temps, pendant 1 heure ou 30 minutes, consacrer leur temps à être sondés, ne peut pas être le miroir de la France. Et c'est pour ça, depuis toujours, sur n'importe quel sujet, qu'ils ont fait le sondage, ce n'était pas réel. David Abbassi, c'est mon idée. C'est mon idée. Vous aussi, vous pouvez vous exprimer. Je ne suis pas d'accord avec des sondages comme ça. Les sondages, surtout par exemple dans le domaine politique. Dans le domaine politique, l'individu qui est sondé, ou il est sondé par téléphone ou face à face, il est connu et jamais l'individu ne va pas donner son avis officiel. S'il travaille quelque part, s'il ne travaille pas, s'il est dans une société, dans un organe d'État ou je ne sais pas quoi, il ne va pas donner le couleur, de quelle couleur politique il appartient. Il ne va pas le donner. S'il est de parti socialiste, de parti de gauche, de droite, de Front National, et le pouvoir n'est pas le même, son patron ne pense pas les mêmes choses et tout ça, dès qu'il s'exprime, et il sait très très bien que ça va être fiché quelque part, jamais, c'est-à-dire même pas 3%, ou 5%, ou 10%, moi, je pense, parce que moi aussi, je fais des sondages de temps en temps. Je suis un écrivain historien, que je suis toujours parmi le peuple. Je parle avec eux, on discute. Je vois toujours les gens, ils cachent leurs idées. Surtout s'ils sont d'extrême, ou extrême gauche ou extrême droite. Surtout s'ils sont de droite. Pour la plupart des fois, les communistes et les socialistes, ils essayent de s'exprimer, c'est-à-dire sans cacher, comme être franc-maçon par exemple. Vous voyez, les francs-maçons, 90% des gens qui sont francs-maçons, ils ne le disent pas. Il y en a 10 qui le disent. Même si vous le sondez, il ne va pas vous dire. De toute façon, franc-maçon, il ne faut pas créer je ne sais pas quoi, comme quoi ils sont des extraterrestres. Non, c'est des êtres humains. Mais les sondages, on est en train de parler. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez aux sondages? Est-ce que les sondages sont réels? Par exemple, ici, quand on dit il ne faut pas parler de la laïcité, c'est vrai que les candidats doivent parler de leur programme, je ne sais pas quoi, etc., etc. Mais quand même, la France est un pays laïque, il faut que la laïcité soit respectée. Et il fallait que la laïcité soit respectée. Et si les responsables ne respectent pas la laïcité, il faut être sanctionné. La notion de la laïcité, en plus, il est différent chez chaque religion. Vous voyez? Mais c'est conseillé partout, hein, de commencer à dialoguer avec l'autre. C'est-à-dire dans toutes les religions,
toutes les religions, moi je connais toutes les religions, toutes les philosophies, puisque c'est mon métier, j'ai étudié. Et il y a des paroles sacrées qu'il dit, vous devez dialoguer avec tout le monde. C'est-à-dire, vous ne devez pas être dogmatisme dans vos idées et radicalisme dans vos idées, comme quoi vous avez le meilleure idée du monde. Non, ou les meilleures. Alors la laïcité, c'est une garante pour la liberté. Et la seule chose qu'on peut dire, vous voyez, par exemple, chez les chrétiens, regardez, chez les chrétiens, depuis la Renaissance et depuis la création du protestantisme, cette laïcité est entrée dans, on peut dire, l'église ou le temple du christianisme. C'est-à-dire, cette laïcité qui est chez eux, c'est différent avec la laïcité qui va être chez les juifs, par exemple. Chez les juifs, vous savez, la laïcité moderne ou récente, ça a commencé quand? C'est la Shoah. Avec la question de la Shoah, une grande partie même des savants juifs, des intellectuels, ils ont pu constater que le Dieu qu'on l'aimait beaucoup, qu'on l'adorait beaucoup, qu'on le respectait beaucoup, n'a pas sauvé le peuple juif. Et c'est pour ça qu'une partie des gens, là, ils deviennent communistes, marxistes, athées, agnostiques. Vous voyez? Surtout que, enfin, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, mais Karl Marx, quand il fonde l'idée de marxisme-communisme, déjà, il y a la laïcité dedans, c'est-à-dire le Dieu n'a pas de place dedans, vous voyez, n'a pas de place. Et par contre, chez les musulmans, il y a une autre sorte de la laïcité chez les intellectuels, c'est-à-dire depuis le 1er siècle de la création de l'islam, il y avait un débat à Basra. Basra, c'est une ville en Irak d'aujourd'hui. Et il y avait une grande école, il y avait un individu nommé monsieur, c'est un imam, c'est un clergé, grand cheikh, il s'appelait Hassan Basri. Hassan Basri, il va devenir contre son patron, son maître, monsieur Ash'ari, en disant que moi, je suis laïque, mais je crois en Dieu. Il disait que tout ce que vous dites, monsieur, que ça vient de la part de Dieu et tout ça, je ne crois pas. C'est-à-dire, il avait nié Hassan Basri le sacré des paroles et sacré des individus. Et à l'époque, il y a déjà 1300, il a créé une école. Cette école, chez les musulmans, jusqu'à aujourd'hui, si ça existait, c'est-à-dire l'école laïque, rationnelle, on dit, Ilmani, on dit en arabe. Et l'école radicale et intégriste. Et cette école radicale et intégriste, il est aveugle jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est l'école rationnelle, les gens sont condamnés à mort, ils sont exécutés. Depuis toujours, regardez qu'ils soient en Tunisie, en Algérie, au Liban, en Égypte, en Iran, n'importe où dans les pays musulmans, s'il y a des intellectuels musulmans qui viennent de parler de la laïcité, de rationalisme, ils sont condamnés tout de suite. C'est pour ça que la laïcité, dans chaque religion aussi, n'est pas la même chose qu'ailleurs. Et cette laïcité, de toute façon, de la France, est un peu exceptionnelle, puisqu'il est garant de toute l'idée religieuse, philosophique, mais dans leur temple. Il ne doit pas gêner la société. C'est-à-dire, dès que la religion est politisée, c'est là, quand il est politisé, il est interdit, il doit être interdit. Le combat permanent des rationalistes du monde contre les radicaux, ça existait depuis toujours. Radicalisme, ça existe. Alors, par contre, aujourd'hui, c'est un autre radicalisme qui est là. Mais n'oubliez pas, le Dieu, il nous a donné la possibilité de douter de Dieu même. C'est-à-dire, quand tu doutes de Dieu, quand tu critiques le Dieu ne vient pas te punir. Il ne vient pas te punir. Tu continues ta vie. Regardez combien des gens, dans les siècles, ils ont critiqué le Dieu et ils critiquent, ils sont contre. Est-ce que Dieu il est venu couper la tête de ces gens-là? Non. Le Dieu,
c'est le premier laïc du monde et il vous autorise également d'être laïc. Mais les autres, pourquoi ils vont empêcher les gens d'être laïcs en croyant en Dieu en même temps? Parce que on a dit la nouvelle laïcité qu'on avait lancée il y a déjà 35 ans, 40 ans, 38 ans, c'est-à-dire tu peux croire en Dieu. Et la laïcité n'est pas contre le Dieu. Non. Il est pour sauvegarde de toutes les croyances dans leur cœur, dans leur temple, mais ils n'ont pas le droit de ramener les idées religieuses dans la société, de ramener le pays, notre Paris, notre France, si joli, si beau, le ramener en reculant plusieurs siècles, qu'il soit dans l'uniforme et le vêtement qu'on met ou dans les idées qu'on va porter. Alors, vous, que pensez-vous, mes chers amis? Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, par contre, la laïcité, n'oubliez pas, mes chers amis, il faut en parler, il faut en éduquer, et même à l'école, à l'université, chaque jour, on doit le parler, puisque des grandes civilisations ont tombé dans le siècle à cause de l'ignorance. Premier ennemi de la société et de la civilisation, c'est l'ignorance. Quand les gens, le peuple, ils ignorent la vérité, personne ne le connaît pas, mais quand même, et quand ils ne sont pas positifs dans la vie, et quand il y a la violence au lieu de l'amour et la paix, c'est ça que la vie devient en danger, et c'est là que la laïcité peut jouer, puisque à mon avis, la laïcité est positive, et la laïcité, il peut être spirituelle également. C'est-à-dire laïcité spirituelle individuelle, mais rationnelle dans les affaires de la société. Positive comment? Comme la lumière. La lumière, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la clarté et il nous ouvre les chemins de la rationalisme et de la paix et de l'amour. Notre ami de tout à l'heure, Bachir, il a parlé de l'amour. Il a dit l'individu, il peut être milliardaire, mais si il perd son amour, il devient fou. Et ça, c'est vrai. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, quand on parle de l'amour, c'est l'amour des vivants, des choses que vous pouvez le toucher. Regardez combien d'histoires existent dans le monde, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, dans tous les pays, qui parlent de l'amour. Qu'il soit Roméo et Juliette, ou qu'il soit Shirin ou Farhad, ou Layli ou Majnun, ça existe partout dans toute l'histoire de l'humanité, l'amour. Et plupart des fois, l'individu qui est violent, l'individu qui est malheureux, et qu'il retrouve l'amour, c'est là qu'il devient calme. C'est là qu'il prend
l'espoir de vie. Moi-même, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, à l'âge de 70 ans, 80, 50 ans, 60 ans, dès qu'ils ont retrouvé un autre amour, parce que pour la plupart des fois, vous avez votre amour, mais il y a le décès qui arrive et il éloigne les deux âmes qui sont devenues qu'un, dans deux cœurs différents. Alors, dès que l'individu retrouve l'amour, un autre amour, c'est comme il a pris un autre, oui, réincarnation de l'esprit et de le cœur. Et encore, ils vont vivre pendant des années. Et pour le part, on ne va pas être freudisme, et disons que Sigmund Freud, ce qu'il a dit, que lui, plutôt il parlait de sexe que de l'amour, mais l'individu, l'homme, depuis qu'il est bébé, jusqu'au dernier jour de sa vie, s'il a 100 ans, 120 ans, il va aimer l'amour et l'amitié. Et l'amour et l'amitié va lui donner plus d'énergie positive et spirituelle pour pouvoir vivre. Alors la laïcité, c'est comme ça, il est positif. Il donne l'amour, la paix, la fraternité à la société. À la société qui peut continuer à vivre sans haine, sans conflit, sans combat, sans bagarre, sans violence, mes chers amis. On va prendre Bernard. Bonjour Bernard. Oui, bonjour David. Bonjour. Écoute, j'interviens brièvement sur ce thème-là, pour commencer sur le thème de la laïcité, si tu veux. Je pense qu'il y a un malentendu avec ce terme de laïcité. Enfin, c'est pas un malentendu inhérent au terme, mais c'est un malentendu qui a rapport avec la notion de culture et de religion. Pour ma part, je pense que dans tous les pays du monde, la culture, les traditions qui font partie de la culture sont une extension ou alors une adaptation des rites de la religion qui sont passés dans le domaine En fait, au départ, l'étymologie de la laïcité, ça vient de laïque, ça veut dire peuple en grec. Donc, dans tous les pays du monde, donc les rites religieux ont donné lieu, ont été assimilés par le peuple et en fait la culture du peuple. Et donc là où il y a un problème, c'est que dans un pays qui, au départ, a une culture qui a été élaborée à partir de sa religion au départ, qui est donc une culture qui s'est créée à partir de la religion, et cette culture-là s'étant étendue, faire intervenir à partir d'une certaine époque la laïcité en interdisant, disons, en essayant de plus ou moins de tout ce qui est signe, tout ce qui est signe religieux, des fois on en arrive à interdire des choses culturelles. Et là, il y a un problème. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On vous écoute, Bernard. Oui, d'accord. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je dis, pour résumer, je pense que... Moi, j'ai compris ce que vous avez dit, mais n'oubliez pas les autres aussi. Oui. Ouais. Je disais que la laïcité pouvait servir quelquefois à justement interdire des choses culturelles qui sont passées dans le domaine de la culture. Et ça, c'est une grosse perte. Parce que la culture d'un peuple, c'est une richesse pour ce peuple. Alors, donc ça, c'était le premier aspect de ce que je voulais dire. Et la deuxième, moi, c'était surtout pour souligner l'ignominie des médias et des systèmes, souligner quand même la noirceur
du système médiatique et du système de sondage d'opinion dans nos démocraties, quoi. Particulièrement, les derniers exemples, ça a été l'Angleterre, les États-Unis et la France. On a vu à quel point les sondages, les instituts de sondage essayent de manipuler les populations et à quel point les médias se font le relais et donc déversent une propagande mais infernale, quoi. Pour les gens qui ont les yeux ouverts, la propagande à laquelle on est soumis, c'est quelque chose d'assez hallucinant quand même, hein. Alors, bon, y a-t-il, la réflexion que j'aurais voulu me poser, moi, c'est, y a-t-il un moyen de rendre ces médias indépendants, mais pas indépendants du pouvoir politique, mais indépendants de leurs propriétaires, sachant que tous les propriétaires des médias, c'est le MEDEF et le 440. Hein. Donc, existerait-il un moyen pour rendre les médias indépendants de leurs propriétaires? Voilà, ainsi que les instituts de sondage, tous ces organismes appartiennent au patronat, en fait, aux grandes fortunes, qui sont eux-mêmes manipulés par des structures au-dessus d'eux. Par exemple, comme trahison, là, récemment, dont personne ne parle, il y aurait des dizaines d'exemples que je pourrais citer ici, sur la traîtrise des médias et la propagande à laquelle on est exposé. Bon, le dernier en date, celui qui me vient maintenant à l'esprit parce qu'il est très douloureux et que j'emploie des grands mots peut-être. Allô? Non. Ouais, je disais donc le dernier en date qui me vient parce que plus personne n'en parle. C'est l'approche des médias concernant la Syrie et l'Irak. On a eu pendant les 2 mois qui ont vu la libération d'Alep, à chaque mort, à chaque fois que l'armée syrienne bombardait Alep, s'il y avait 10 morts, 5 morts, on avait le compte exact jour après jour des morts qui... Dans tous les médias occidentaux, américains, français, anglais, on avait le compte exact jour après jour s'il y avait 10 morts, 20 morts. Et à Mossoul, là, depuis l'opération de la coalition occidentale sur Mossoul, les frappes de l'aviation de la coalition font des victimes, des dizaines de victimes civiles, mais silence complet. Ça n'existe pas dans les médias. C'est révoltant quand on pense qu'il quand même il s'agit de vies humaines et que tantôt ces vies humaines ont une importance et tantôt n'ont pas d'importance quand ça ne sert pas le discours, la rhétorique et le narratif des médias occidentaux, quoi. Et donc il serait grand temps, je crois, de libérer le système médiatique de ses propriétaires. Alors, je ne sais pas comment, mais voilà, l'idée est là, c'est qu'on a besoin d'avoir une information indépendante et assainie dans nos pays occidentaux. Comment, à ton avis, on peut libérer ces 2 pouvoirs, économie et Je t'entends médias? très loin, je t'entends de temps. Oui. Bernard, la question, comment on peut libérer ces 2 pouvoirs que tu viens de citer, pouvoir économique et médiatique, que le peuple soit bien informé, mieux que ça? Justement, moi, je voulais mettre en évidence le fait que, ces médias étaient tenus par leurs propriétaires et qu'il fallait vraiment les rendre indépendants, pas du système politique, mais carrément de leurs propriétaires, c'est-à-dire qu'ils sont tous des grands patrons. Alors comment? Voilà, c'est la question, elle se pose, je n'ai pas la solution. Une des solutions que je donnerais, moi, ça serait plutôt de sanctuariser, non, de rendre impossible dans la Constitution française le contrôle d'Internet, déjà. Ne pas pouvoir interdire,
ne pas pouvoir interdire aucun site sous prétexte qu'il serait soi-disant conspirationniste ou ceci, cela. Il faudrait entrer l'impossibilité d'interdire un site sous prétexte qu'il diffuserait des fausses nouvelles ou qu'il serait conspirationniste. Ça serait peut-être déjà une fenêtre ouverte pour qu'on puisse aller s'informer ailleurs que sur ces grands médias qui sont tout simplement des employés du MEDEF, du CAC 40 et bon, du système libéral. Voilà, ça c'est une première piste. Maintenant, comment séparer les médias de leurs propriétaires? Voilà, là il y a la question en fait. Peut-être en les formant, en fermant ces médias, en autorisant la création de nouveaux médias, mais avec un autre système de propriété. Ainsi que les instituts de sondage d'ailleurs. Est-ce qu'à ton avis, l'institution de sondage, ça sert à quelque chose? Oui ou non, Bernard? Manipuler les gens, oui. Ouais. C'est un des outils les plus efficaces pour manipuler l'opinion publique. Imaginez-vous que 2 mois avant 2 mois avant les élections, vous donniez un candidat 10 points avant les autres. Il est absolument évident que tous les gens qui cherchent à se caser dans le futur gouvernement vont se rallier à cette personne. Donc c'est quelque chose, les médias sont faits pour donner de l'importance à une personne. D'ailleurs, Philippe de Villiers, dans son livre, avait écrit comment il était possible d'acheter des milliards pour avancer, pour se donner des pourcentages gonflés, en fait. Donc c'est sûr que les médias servent d'abord à manipuler les gens et à placer. Là, en ce moment, avec Macron, on en a un exemple saisissant, en fait, de ce qui se passe. Comment les médias, à la fois, le portent, nous bombardent de son actualité chaque jour, comment ils le portent en avant dans les sondages, et donc comment aussi, en fait, ces médias, sans aucun scrupule, les médias classiques, sans aucun scrupule, se réfèrent à des sondages qui, il y a encore quelques mois, se sont trompés, mais qui ont donné la moitié des chiffres, quoi, qui ont donné des chiffres faux à 100%. Alors, disons, il y avait ils annonçaient, je crois, Fillon à 20%, il est arrivé à 40%. Enfin, ce sont des écarts mais énormes. Et quand on les écoute aujourd'hui, les journalistes, ils se réfèrent quand même, pour leurs analyses politiques et leurs analyses, ils se réfèrent quand même à ces sondages qui, il y a 2 mois, se sont complètement trompés. Alors, je ne sais pas dans quel pays on est. On est dans un pays où les gens sont soit déjà abrutis, et on est en train de les abrutir complètement, quoi. Ce que tu viens de dire, et l'exemple que toi-même, Bernard, tu viens de nous donner concernant François Fillon et même Alain Juppé qui était un premier, etc., ça nous montre que le peuple est très intelligent, que le peuple n'est pas des moutons, c'est-à-dire le peuple n'entre pas dans l'enjeu de sondage et de l'argent des banquiers. Oui, alors écoute, là, c'est ce que tu dis, je suis d'accord avec ça. J'espère qu'il en sera de même pour l'élection du mois prochain. Mais bon, ça prouve aussi que les médias quand même cherchent à les manipuler. Hein. Les médias cherchent vraiment à manipuler le peuple, mais comme tu peux le dire toi-même, les médias, le peuple n'est pas si idiot que ça, parce que pour le référendum sur la Constitution européenne, tous les médias sans exception étaient pour la signature du traité, et le peuple a voté contre. Donc le peuple ne se fait plus avoir. Voilà, c'est une bonne nouvelle quand même, c'est sûr. Mais les médias continuent toujours à essayer de le manipuler malgré tout. Ils font bien, Bernard, leur travail, parce qu'il faut le savoir, les médias c'est fait pour sauvegarde de capitalisme international, la mondialisation, derrière et devant, il a les médias.
Et jamais ils vont pas aller à la rencontre de l'intérêt de leurs parents. Et ça, c'est sûr et certain. Mais heureusement, comme tu viens de dire aussi, le peuple, tu vas voir, moi, je pense, comme ils ont déjà montré, parce que cette histoire de primaire qui a été commencée en France, c'est un don. On peut dire un don pour le peuple. C'est très intéressant, déjà. Deuxièmement, toujours, il y avait des surprises au sujet des sondages. Et tu viens de citer encore la deuxième fois, je le dire. Il y a déjà 2 mois. Mais tu vas voir que dans un mois, la France va être bouleversée à cause de la décision populaire. C'est-à-dire le peuple français, qui est un peuple très intelligent et très sage, tu vas voir avec la décision qu'il va prendre au moment qu'il va aller voter, tu vas voir que c'est comme ça qu'ils vont casser le pouvoir des médias. C'est la seule façon de casser le pouvoir des médias, parce que sinon, on peut pas le casser. Ils sont très très forts. Mais cette fois-ci aussi, dans un mois, vous allez voir que la France va être bouleversée, par le peuple français en allant voter à ceux qu'ils n'ont jamais avancé dans les idées tête des gens. Eh bien, écoute, on verra bien. Moi, je suis cette élection est vraiment, pour ma part, complètement imprévisible. Tu peux prendre le combiné de téléphone un peu plus proche de ta bouche, oui, s'il te plaît. je disais que ouais, on verra bien. Moi, pour moi, cette élection est tout à fait et compte tenu justement de la fausseté des instituts de sondage et du rôle des médias, il est difficile de dire qui va être à la finale, quoi. Ouais. Donc, écoute, on a encore 1 mois et demi à attendre, mais bon, ça, je sais pas si, quel que soit à part peut-être François Asselineau qui prétend, qui demande, je veux dire, pas qui prétend, mais qui veut sortir de l'Europe. À part lui, j'ai bien peur que n'importe quel président de n'importe quel parti va être obligé d'appliquer. Le programme de l'Europe est déjà décidé. Le programme de la France pour 2017 est déjà écrit. Il a été écrit par la Commission européenne. Donc le président qui va venir, s'il ne sort pas de l'Europe, va appliquer ce programme qui est déjà écrit et déjà finalisé. Alors donc on cherche seulement quelqu'un pour le mettre en œuvre. Et la seule façon de ne pas le mettre en œuvre, normalement, ça serait de sortir de l'Union européenne. Donc on verra bien si les Français... Bon, il y a François Asselineau qui propose d'en sortir, mais il a des passages de 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais il n'y en a pas beaucoup. Quand on le suit sur Internet, on en a beaucoup plus, mais par contre sur les médias, malgré qu'il soit candidat, on n'a pas beaucoup d'interventions relayées par les médias. Ce qui fait qu'en fait, les gens, malgré tout, ne font pas connaissance avec son analyse, qui est une des plus sérieuses, la plus sérieuse de tous les candidats, de très loin. Alors j'espère dans le temps, dans les autres campagnes électorales, chaque candidat avait des petits clips de 10-15 minutes, je crois. Et là, j'ai l'impression que ça ne va pas se faire cette année. Si j'ai bien compris, il y a juste des débats entre candidats. Allô ? On vous écoute, Bernard, oui. Oui, non, je disais que dans le temps, là, les autres campagnes électorales, chaque candidat avait des petits passages de 10 minutes pour exposer son programme, mais je crois que c'est pas la formule cette fois-ci. J'ai pas l'impression qu'ils font des passages des candidats de 10 minutes, je ne sais pas si vous en savez plus que moi. Bien, en tout cas, écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci Bernard. Et je vous écoute. Merci, au revoir. Merci Bernard. Au revoir. Voilà, c'était Bernard sur 95 de FM. Vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Voilà, vous, que pensez-vous? Est-ce que vous pensez, dans les élections présidentielles,
la France va être bouleversée et le peuple français, par le vote qu'ils vont donner, le président qu'ils vont choisir, ils vont dire non à tous les médias qui est en train de manipuler la méthode de pensée du peuple français. C'est-à-dire, ils sont en train de penser de votre part, décider de votre part, sonder les gens. Après, le résultat n'est pas le résultat massif du peuple français, mais comme je viens de vous dire, je suis conscient comme quoi, cette fois-ci aussi, le peuple français, qui n'est pas un peuple comme il croit, va changer le calcul de ce qu'ils ont calculé, de gagner encore sur la tête de cette peuple qui est très fort, très intelligent. Voilà. Les banquiers eux-mêmes, ils ont des problèmes, n'oubliez pas, ils ont des problèmes le moment qu'il y avait Panama Papers. Comment ça se fait qu'il y a question de Panama Papers que la France a perdu plusieurs milliards de dollars, comme Hollande, il a dit, François Hollande, le président, il a dit plus de 10 milliards de dollars, plus de 120 milliards de dollars, je crois, j'ai oublié les chiffres. La France a perdu à cause de ces problèmes des banques et les histoires de Panama Papers, les sociétés offshore qu'ils ont fabriquées et créées pour soutenir l'argent des pays terroristes, c'est-à-dire les 7 pays que Trump il les a affichés comme des pays terroristes, et avec d'autres pays dedans, étaient dans cette offshore d'environ 900 et quelques sociétés de blanchissement de l'argent. Et actuellement, aujourd'hui, ici et maintenant, si vous voulez dépenser plus de 1000 euros en espèces, ou le mettre sur votre compte plus de 1000 euros en espèces, c'est interdit, vous n'avez pas le droit, mais plusieurs milliards de dollars, pendant des années, ça a été fait. Le patron de Société Générale, sur serment, il a menti devant le sénateur français. Et toutes ces histoires-là, on l'oublie, même pas, on n'en parle pas, c'est 15 jours, on en parlait, c'est terminé. Mais le peuple n'avait pas la parole. Après, il y avait exonération de certaines taxes aussi, ils ont gagné certaines choses que seulement le seul candidat qui a fait une pétition en demandant de Société Générale de l'État, il a demandé de l'État de faire rembourser l'avantage fiscal que Société Générale il avait, c'était Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a fait une pétition, plusieurs centaines de milliers de gens, ils ont signé, et l'affaire c'était à Bercy, et je ne sais pas où est-ce qu'on est, parce que c'était l'argent de contribuable, c'était votre argent, que Société Générale avait profité, en même temps que de l'autre côté, il était en train de profiter en blanchissement de l'argent sale dans le monde, surtout les pays qui est en question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à ce jour-là, les calculs ont été changés. Les calculs n'est pas comme avant. Mes chers amis, on va vous laisser encore la parole. Vous pouvez nous appeler pour vous exprimer, pour nous donner vos idées sur tous ces sujets-là qu'on vient de parler, en composant le 08 92 23 95 20. Mes chers amis, et n'oubliez pas que jusqu'à David est avec vous, mais après l'émission, ça continue. Et le programme de la radio ici maintenant, ça continue comme d'habitude. La radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Oui, mes chers amis, la laïcité n'est pas l'adversaire de la religion, mais il remet la religion à sa place. Spirituel individuel, un spirituel individuel, également peut être un de travail,
de la laïcité. Ça, c'est la nouvelle laïcité que nous l'avons lancée déjà environ 35 ans, comme quoi la laïcité n'est pas contre les religions. Mais par contre, la laïcité combat la religion qui est politique. Si la religion va être politique, c'est ici que ce n'est pas seulement être contre ou adversaire, c'est le combat qui va commencer, combat de la laïcité contre politisation de la religion. Pourquoi? Puisqu'il est l'ennemi du peuple. Il partage le peuple. Et il est ennemi de la famille, de la société, de la République. Et il est ennemi de la nouvelle civilisation mondiale. Cette nouvelle civilisation mondiale, quand même, est à part avec mondialisation. Mondialisation, c'est une autre histoire, mais la civilisation de notre époque, c'est autre chose. Cette civilisation appartient à vous, chacun, chaque individu de n'importe quelle couleur, de n'importe quel pays. Et surtout la spiritualité, et être positif dans la vie, c'est une nécessité pour la société, pour l'individu, pour la famille. Si la spiritualité dans la famille, chez l'individu, il est fort, et si la société, il est laïque, c'est là que presque paradis peut être commencé à fabriquer, mais il ne faut pas oublier, la pauvreté ne doit pas exister. Il faut combattre la pauvreté. C'est pour ça que l'égalité, il est à côté de fraternité et à côté de la liberté. Fraternité et égalité, c'est pour tuer la pauvreté, que chaque individu, il aura la même possibilité de profiter des avantages éducatifs, économiques de l'État pour améliorer sa pensée, ses idées, et la situation de sa famille et la situation en même temps de la société. Mais malheureusement partout dans le monde, surtout actuellement dans le monde musulman, non? Cette nouvelle forme de totalitarisme et radicalisme islamique, il est en train de tuer toutes les valeurs humaines qui peuvent être positives. Qu'il soit histoire de Daesh, de Al-Qaïda ou je ne sais pas quoi, qui soit derrière ou non, mais il utilise un peuple que, comme on vient de dire, comme le peuple français, ne doit pas être idiot, doit être manipulable chaque instant pour tuer la paix dans leur société, leur société eux-mêmes. L'intégrisme, mes chers amis, l'intégrisme est le fruit amer de l'ignorance. C'est pour ça, pour conscience et dans le domaine éducatif, il faut travailler. Chaque matin, au lieu de prendre le temps des gens pendant plusieurs mois de parler de costumes de qui, de montres de qui, de meetings de qui, il faut éduquer et donner de bonnes informations et des idées qui fabriquent l'homme. L'homme avec une sagesse exceptionnelle, mes chers amis. L'homme avec une sagesse unique pour pouvoir gérer, ce n'est pas seulement la famille, la société et le pays, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Pour une société civile, mes chers amis, il est menacé. Et la menace provient de religion. Mais quelle religion? Cette religion qui est politique. Pas de la religion qui n'est pas politique, la religion de la paix, religion l'individuel, qui est caché dans le cœur et dans le temple des gens. Mais le moment qu'il devient politique, il va juger les gens, et il va gouverner, et il va imposer comment les gens doivent marcher, habiller, parler, prendre la voiture, oui ou non, prendre un vélo, oui ou non. Vous voyez, c'est là qui devient dangereux, et c'est là qui se permet après de exterminer les gens qui ne vont pas être d'accord avec les règles tellement réactionnées qu'ils vont imposer. Et je vous ai dit au départ de notre émission que la laïcité, c'est vrai, comme tout à l'heure notre ami il a dit, le mot laïque, il vient du mot peuple latin, c'est-à-dire peuple intelligent, peuple élite, le teneur de la société. Mais dans les autres langues, ça vient de rationnel, être rationnel, comme les Américains, les Anglo-Saxons, ils disent séculaire. Il vient de school, séculaire. Les gens qui sont éduqués. En arabe, il vient de ilm, ilmani. Et dans les autres langues avestiques, il vient de khirat, c'est-à-dire le cerveau, le pensée. C'est le cerveau qui doit être activé pour gérer la société, pas la spiritualité. La spiritualité, il est le complément du cerveau pour vivre en tranquillité. Et on a besoin des deux. Comme vous avez besoin d'un enfant, il a besoin de papa et de maman. Et la violence vient de la part de ceux qui refusent de reconnaître les lois de la République et la laïcité, voilà, la laïcité sociale. C'est pour ça toujours, moi je pense, pour éduquer nos enfants, pour éduquer même les grands, on doit parler. On doit parler des différents synonymes qui pourraient être pour certains mots et pour certaines idées. Puisque quand on est ignorant, c'est là qui pose le problème. C'est là qu'on peut être manipulable, prendre quelques kilos ou quelques grammes de TNT et aller exploser à droite à gauche dans le monde et tuer les innocents. Vous voyez, tuer les innocents, pourquoi? Puisqu'il est ignorant, il ne sait pas qu'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de l'enfer. Le Dieu n'est pas un constructeur de bâtiments. Et il n'est pas un constructeur de bâtiments de fabriquer des châteaux pour vous. Et mettez à votre disposition des femmes vierges, 70. Vous avez une femme, vous ne pouvez pas répondre à votre femme une fois par semaine. Et comment vous allez répondre à 70 femmes? Ce sont des mensonges. Le paradis, vous devez le fabriquer ici et maintenant. Même si il y a une rupture, cette rupture va être spirituelle. Il ne va pas être physique. Déjà, le monde, même si vous prenez la totalité du cosmos, il ne peut pas accueillir plusieurs milliards de trilliards d'individus qui pendant plusieurs millions d'années ils sont venus et partis. Vous voyez? Toi, tu penses qu'il y a un paradis, tu vas aller au paradis, un château,
avec des arbres, avec des rivières de vin, rivières de lait, rivières de miel. Comment on peut être tellement bête, mes chers amis? Comment on peut être tellement bête de ne pas savoir que rivière du vin, ça ne peut pas exister. Le vin, si vous ne le mettez pas dans vos caves, après 24 heures, ça va être des vinaigres. Et si c'est imbuvable, mes chers amis, vous n'avez jamais pensé à ça. Quand on vous dit, il y a le paradis et les rivières du vin. On vous dit autre chose aussi, rivière du lait. Puisque certains ne boivent pas du vin. Alors il faut dire qu'il y a du lait. Rivière du lait, mes chers amis. Essayez ce soir votre bouteille de lait, sortez de frigo et mettez-le en dehors de frigo dans la cuisine pendant 5 heures, 6 ans. Il est jetable après, vous devez le jeter. Si vous le buvez, vous allez tomber malade, même vous risquez mourir, vous risquez de mourir, être mort et mourir, mes chers amis, si vous buvez le lait qui a resté quelques heures d'eau. Alors comment ça se fait que ça va être en paradis? On dit il y a des rivières du lait, rivières du vin. Autre chose, rivière de miel. Miel ne peut pas bouger. Comment on peut avoir rivière de miel? Vous voyez, c'est tellement simple de croire et de savoir que tous ces mensonges-là sont comme tous les autres mensonges d'aujourd'hui qu'on vous donne au nom de sondages ou dans les élections ou je ne sais pas quoi, et on vous montre les paradis dans leur programme, mais personne ne respecte pas au moment qu'il est au pouvoir. Et celui qui a un bon programme populaire, jamais il ne peut pas avoir plus de 10 à 15%, mesquin. Et même pour nous parler de ces gens-là, peut-être ils n'ont pas l'accès à avoir les 500 signatures. N'oubliez pas, le paradis, les fausses paradis, quand on vous a donné les religions, maintenant, c'est le pouvoir du monde, pouvoir économique du monde qui vous donne. En plus, n'oubliez pas, autre chose que je vais vous dire, mes chers amis, ce qui est dans le monde, ce n'est pas qu'un seul pouvoir. Vous avez beaucoup entendu, on vous dit, il y a le pouvoir des francs-maçons ou le pouvoir des juifs. C'est-à-dire, il est juif ou il est franc-maçon. Non, mes amis, il y a 250 pouvoirs dans le monde. Et chaque pouvoir, il a ses secrets, ses polices, ses secrets, ses soi-disant les mains cachées, ses sujets tabous. Il y a pouvoir économique. Économique, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. Économique, les banques, c'est un pouvoir. Je vais vous citer quelques-unes seulement. Il y a le pouvoir de médicaments, des usines qui fabriquent des médicaments. C'est un pouvoir international très très fort. Il y a le pouvoir des fabricants des armements, toutes ces guerres-là que vous voyez. Toutes ces guerres, c'est pour faire fonctionner les usines des armements. C'est un pouvoir, mes chers amis. Il y a le pouvoir de trafic de drogue et peut-être 150 trafiquants de d'autres choses comme organes humains, comme bébés. En trafic, il y a une force mondiale. Les gens qui sont trafiquants des bébés dans le monde. Ce n'est pas seulement des trafiquants de drogue. Et tous les politiques que vous voyez, les gens politiques, ces mesquins-là, les gens qui deviennent président, premier ministre, ces gens-là, ils n'ont même pas 10%, 20% de pouvoir chez eux. Énormément de pouvoir existe, que vous le voyez ou vous ne le voyez pas, que ces pouvoirs-là
gère le monde. Ce n'est pas seulement ce que vous dites toujours et vous répétez, un pouvoir là, un pouvoir là, deux pouvoirs. Non, mes amis. Même je vous dis une chose, le pouvoir des francs-maçons dans le monde, c'est terminé. Le pouvoir des juifs, c'est terminé. Il n'y a pas de juifs c'est l'économie, l'individu. Regardez Israël. Moi, je vais vous donner un secret ce soir. Voilà. Ce soir, je vais vous donner un secret avant de vous dire au revoir. Israël, n'importe quel candidat, les 5 candidats qu'il y en a, quand vous le demandez, les 5 candidats, parce que moi-même j'ai demandé, hein, voilà, je vais être franc avec vous. Les 5 candidats, quand vous le demandez, ils ne pensent pas comme Israël et comme un juif. D'abord, ils pensent à 2 États palestiniens et israéliens. Ce qu'Israël n'est pas content, d'accord avec ça. Deuxièmement, certains pays reconnus terroristes dans le monde, qu'Israël, ils les combattent, ils les contre ces pays-là, que ces pays-là, avec leur mouvement, ils combattent Israël. Tous les 5 candidats, ils disent que nous sommes dans la règle internationale et nous respectons ces pays-là, c'est-à-dire les pays reconnus terroristes, les 7 pays qui sont reconnus terroristes par Donald Trump, que c'était reconnu dans la règle internationale par Obama. Alors, vous voyez, le pouvoir, ce n'est pas comme vous pensez, mes chers amis. Les idées, les pensées, n'est pas fixe comme c'était il y a des années, comme vous pensiez. Même il y a déjà 60 et quelques années, quand vous avez vu comment ils étaient victimes, un peuple, comment c'était exterminé. Pour ça, certaines propagandes qu'on met dans votre tête, ce sont des propagandes comme histoire de montre ou de costume de telle personne, ou sur d'autres personnes, etc., etc. La vérité, c'est autre chose. La vérité officielle, c'est pétrodollar. Après, vous avez d'autres choses que un jour, je vais vous citer tous les 50 pouvoirs mondiaux qu'il y en a. On dit, il y en a 313 personnes qui règnent dans le monde. Il y en a un cabinet secret qui gère le monde. C'est pas vrai, mes chers amis. Il y a plusieurs pouvoirs. Ces pouvoirs-là sont en concurrence entre eux. Comme vous pouvez constater, actuellement, les candidats, ils sont en concurrence, ils sont en combat, et vous pouvez voir comment ils sortent le pistolet, comment ils matraquent et comment ils massacrent l'un et l'autre. Regardez, aujourd'hui il est ami, le lendemain il est l'ennemi, il insulte aujourd'hui, le lendemain il serre la main, et voilà. Vous avez entendu cette femme Christine Angot face à un candidat Fillon. Vous avez vu comment il n'était pas un journaliste, il était quelqu'un qui a sorti le mitraillette. C'est vrai, il n'a pas encore passé devant le juge qui te dit c'est un escroc ou non. C'est ça le combat. Et ce combat existe parmi les plusieurs pouvoirs également qui existent dans le monde. Mes chers amis, permettez-moi de vous embrasser toutes et tous, vous souhaiter bonne fin de mois de mars, et n'oubliez pas que tout à l'heure, juste à 2h du matin, va être 3h du matin, c'est-à-dire juste à 2h du matin, vous devez avancer votre montre et vos horloges d'une heure, puisqu'il va être 3h du matin. Vous savez, l'heure de printemps, ça commence d'abord aux États-Unis, et après en Proche et Moyen-Orient, et dernier week-end du mois de mars, c'est à Paris. Et voilà, certains, de temps en temps, les gens qui ont certaines émissions, ça va être décalé comme moi, puisque j'ai des émissions télévisées diffusées dans le monde entier en personne. De temps en temps, mes amis, pendant 2-3 semaines, ils ne savent pas à quelle heure devoir se mettre devant la télé, s'ils sont au Japon, aux États-Unis, au Proche-Orient, Moyen-Orient, et tout ça. Ça aussi, je crois que c'est un jeu qui est terminé. On doit garder l'heure précise pour 12 mois, parce que ça ne change rien dans la consommation, dans l'électricité, énergie et beaucoup d'autres choses. De toute façon, nous aurons l'occasion, et vous aurez l'occasion toujours, de parler sur cette antenne
qui est libre depuis déjà 37 ans, va arriver à 38 ans. Vous avez la parole, mes chers amis. Votre ami de toujours, c'est la radio ici maintenant. Et moi, je vous embrasse toutes et tous. Restez à l'antenne, puisque l'émission sur votre radio, ça continue, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.